Bonjour à tous, moi c'est Antoine et bienvenue dans cette première émission d'Antoine raconte le sport. Toutes les semaines, ma mission sera de vous faire vivre le sport par l'histoire en découvrant le récit des nouvelles et anciennes gloires sportives et handisportives. Et pour ce premier épisode, je me suis rendu à Lille pour rencontrer le sprinter handisport Dimitri Jozwicki, aussi bien à l'aise sur 60 mètres que sur 100 mètres ou 200 mètres. Le Lorrain de 26 ans détient 3 records de France ainsi que le record d'Europe du 200 mètres en salle dans sa catégorie T38. Et malgré une 5ème place qu'il juge décevante au dernier championnat du monde sur 100 mètres, Dimitri m'a parlé de ses objectifs pour la saison à venir avec en ligne de mire Paris 2024. Déjà vice-champion d'Europe du 100 mètres et de multiples fois champion de France, il veut passer un cap mondial cette année. Mais avant de parler de tout ça, nous avons décidé avec Dimitri de revenir au début. De ses départs canons à tout juste 19 ans dans la catégorie T38, en passant par les moments forts de sa carrière mêlant joie et coups durs, découvrez avec moi le parcours inspirant de Dimitri Jozwicki qui m'a reçu chez lui. Bonjour Dimitri, donc je l'ai expliqué en introduction, toi tu es athlète handisport, Oui. un sprinter de la catégorie T38 dans laquelle tu détiens un bel échantillon de records. Oui. Tu peux nous expliquer ce qu'englobe cette catégorie T38 justement? Merci tout d'abord. Oui, Dimitri Jozwicki, donc j'ai 26 ans, je suis athlète paralympique sur 100 mètres, donc en catégorie T38. Donc je suis atteint d'une infirmité motrice cérébrale qu'on appelle aujourd'hui plutôt paralysie cérébrale. C'est une question de nomenclature, on peut dire l'un ou l'autre. Maintenant on parle plutôt de paralysie cérébrale. Donc pour ma part c'est une tétraparésie, donc une paralysie partielle des 4 membres. Et donc elle va m'atteindre dans la course par un déficit d'amplitude articulaire qui est lié à la spasticité. Donc en fait c'est la contraction involontaire du muscle. Et donc ça va réduire mon amplitude de foulée, ça va faire que je vais aussi être assez crispé en fait sur la course. Et je vais avoir des petits soucis de coordination et une fatigue musculaire de ce fait qui va arriver un peu plus vite dans la course. Et donc tout ça mis bout à bout fait que je peux concourir en T38. Et donc on a un système de classification dans le parasport, avec la lettre qui va déterminer le sport en question. Donc souvent c'est la première lettre en anglais du sport, donc là le T de track and field. Et ensuite vous avez le chiffre des dizaines. Donc le chiffre des dizaines il détermine la famille de handicap, donc la typologie de handicap, en tout cas dans le para-athlétisme, parce que chaque système de classification est différent d'un sport à l'autre, il faut le savoir. Et donc les 30 correspondent aux paralysées cérébrales. Et puis ensuite vous avez le chiffre des unités, et plus le chiffre des unités est élevé, moins le handicap est important. C'est pas très logique, mais c'est comme ça. Et donc T38, il faut le lire comme paralysé cérébral léger. Et alors, je sais qu'avant de faire de l'athlétisme, tu as fait du football, du rugby très jeune, Ouais. des sports où tu as découvert justement ta qualité de vitesse. Tu savais déjà à ce moment-là que tu avais ce handicap, ou tu l'as découvert vraiment plus tard? Alors quand j'ai commencé par le football, non, on n'avait pas encore pleinement conscience du handicap. On l'a découvert entre le CP et le CM1. En fait, c'était un long parcours diagnostique vu que c'est un handicap moteur qui est invisible. C'est pas quelque chose qu'on décèle assez facilement. Donc on a d'abord pensé que j'avais une myopathie ou toutes sortes de maladies rares. Donc c'était assez stressant. Donc j'enchaînais les rendez-vous médicaux pendant 2-3 ans jusqu'à ce qu'on trouve via un IRM, etc. Toutes cette pathologie tout simplement. Et donc, le foot, j'ai arrêté rapidement parce que l'état d'esprit nous a pas forcément plu avec mon frère jumeau Rémi, avec qui j'ai toujours fait du sport. Et puis ensuite, on a enchaîné avec le rugby, qui était le sport familial. Dans la famille, tout le monde a joué au rugby, on a eu de très bons joueurs et tout ça. Donc, nous, on s'est dit, bon, allez, on s'y met aussi. Et puis en fait, à la découverte de ma pathologie, on a découvert aussi que je pouvais pas recevoir de coups violents derrière la tête. Donc, c'est là que j'ai arrêté le rugby, qui n'était pas le meilleur sport pour ça. Et puis après, en 2010, Christophe Lemaître performe au championnat d'Europe, où il fait un triplé. Et c'est ce qui nous a donné envie avec mon frère de s'y mettre, parce qu'on a pu facilement s'identifier à lui à travers son parcours, à travers ses performances. Et on a commencé comme ça. Et depuis, alors moi, j'ai jamais arrêté, Rémi a arrêté depuis. Mais le parasport, ça a commencé plutôt assez tard, finalement, puisque ça a commencé début 2016. Parce que j'avais tout simplement j'ignorais que j'avais une catégorie de handicap qui me correspondait, parce qu'on n'en parle pas, parce que j'ai aucun professionnel de santé, aucun professionnel dans le dans l'enseignement, parce que j'en ai vu quand même des profs de sport. J'ai aucun bénévole dans les clubs qui ont su me dire t'as ta place dans le parasport quoi. Et donc je suis arrivé que très tard dans ce mouvement-là. Euh, alors même que bon, là, je suis ergothérapeute à côté, on y reviendra peut-être après. Euh, j'ai jamais eu de souci d'acceptation de mon handicap et pour autant j'étais complètement ignorant de ça quoi.
Et j'ai vu moi que c'est aussi une rencontre, celle avec Julien Reb justement en 2015, qui est C'est ça. entraîneur et kinésithérapeute, qui va justement t'orienter vers ce milieu handisport. C'est ça. En fait, il a fallu qu'au détour d'une conversation, on parle de mon handicap sans même qu'il cherche, parce que lui-même, il ne savait pas, en fait, quand il a commencé à me coacher avec mon frère. Et puis, à ce moment-là, je suis en première année de médecine, et puis je lui explique, voilà, mes difficultés. Je lui dis que je suis en situation de handicap. Il me dit, non, mais attends, je connais le médecin classificateur. Donc, le médecin classificateur, c'est un médecin qui a pour rôle de classifier les athlètes dans les catégories de handicap dans les différents parasports. Et en France, on en a un ou deux. Et en fait, il s'avère que Vincent Ferring, à l'époque, donc, qui est médecin classificateur, était à 1 km, 800 mètres de mon amphi où j'étais en passage tous les jours, quoi. Donc, maintenant, c'est fou, Vincent, il peut être classifié. Tu pourrais faire une pré-classif pour voir si tu peux concourir ou pas. Moi, je t'invite à le faire, ça peut être vraiment sympa. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis, il y avait les championnats de France dans la foulée. C'était la période de repos comment dire, de passesse entre guillemets, parce que c'était la période des vacances. Et puis je me suis dit, allez, tente ta chance au championnat de France. Et là, j'ai fait champion de France du 60 mètres et du 200 mètres. Donc tu fais référence au championnat de France U20 en salle à Clermont-Ferrand. Est-ce que tu t'attendais déjà à faire un résultat dès ta première compétition, comme ça, sur 60 mètres et 200 mètres? Je m'y attendais pas du tout. En fait, moi, j'y allais pour découvrir le mouvement, pour voir un petit peu ce que c'était, voir si j'y avais vraiment ma place, si je m'y sentais bien. Et puis, j'explose en fait aux 60 mètres. J'avais un bon niveau en valide en fait, et du coup, quand je suis arrivé en parasport, ça a forcément décuplé le niveau parce il y a un peu moins de densité, et puis surtout, en fait, au vu de mon handicap, les performances que je faisais étaient plutôt remarquables, mais je ne le savais pas vraiment. Et, euh, et donc, je fais champion de France comme ça du 60 mètres. Mon papa est là dans les tribunes. Il pleure parce que son fils est champion de France, quoi. Alors que moi, j'étais pas parti quand j'ai commencé l'athlé pour être champion de France chez les valides, j'avais aucune chance, quoi. Et puis je fais le 200 mètres pour le plaisir, parce que vraiment, alors là, s'il y a bien une course pour laquelle je suis pas prêt, c'est le 200, parce que à ce moment-là, je suis en première année de médecine, je m'entraîne quasiment plus. Et donc tout ça, je le fais sur mes acquis, hein. Encore une fois, je m'entraîne même pas. Et donc je fais médaille de bronze au 200. Et là, on se dit, ouais, putain, il y a peut-être un truc à faire dans le parasport, mais pour autant, je garde la tête froide et je me dis, bon, il n'y a rien qui est fait, ça reste un sport peu médiatisé, tu peux pas forcément en vivre. Et donc non, je m'attendais pas du tout à ça, j'étais plutôt assez surpris, et puis ça m'a quand même donné goût et redonné goût à mon sport, parce qu'au bout de 6 ans, je stagnais un peu. Et, euh, et en fait, j'ai redécouvert mon sport à travers le parasport, vraiment dans la mesure où quand j'ai vu des athlètes amputés faire le 60, en l'occurrence, quand j'en ai vu d'autres guidés faire le 60 mètres, je me suis aperçu que le 100 mètres sur mes deux jambes, c'est pas le même que le 100 mètres guidé, que le 100 mètres en fauteuil, ou le 100 mètres en, comment dire, avec une lame de course. Et ça m'a permis de redécouvrir mon sport, et je me suis senti vraiment légitime d'être là. Et c'était vraiment une chouette expérience, et voilà, j'ai jamais décroché, quoi. Ouais, et justement, 4 mois plus tard, t'enchaînes, tu fais cette fois les championnats de France en plein air, junior, avec doublé encore 100 mètres, 200 mètres. Est-ce que tu te dis j'ai vraiment les capacités pour exceller sur 60 mètres, 100 mètres, 200 mètres? Je vais continuer à bosser les trois distances, ou est-ce que tu te dis bon, je vais quand même cibler une spécialité parmi les trois où il n'a jamais été question de choisir? En fait, il n'y a jamais vraiment été question de choisir, dans la mesure où le 200 mètres à l'époque était encore au programme des Jeux paralympiques dans ma catégorie. Donc en fait, quand tu y vas, tu essaies de faire le doublé pour maximiser tes chances, d'une part de te qualifier et d'autre part d'aller chercher des médailles. Là, je m'attendais un peu plus à performer du coup, parce que bon, en quelques semaines, quelques mois, on s'était dit, bon, là, les championnats de France, tu as performé au 60, tu peux éventuellement espérer le faire au 200 et au 100 mètres. Pour autant, j'avais pas augmenté ma charge d'entraînement parce que j'étais encore en première année de médecine. Et en fait, à l'époque, je me souviens, on m'appelle, j'étais en train de réviser, et il y a un référent de l'équipe de France qui m'appelle pour me demander de rejoindre l'équipe de France. Je sais plus c'était où, je sais plus si c'était au Qatar ou à Dubaï, et pour un meeting, et qui m'aurait permis éventuellement de me qualifier aux Jeux de Rio. Moi à l'époque, je suis plein dans ma première année de médecine, le sport de haut niveau ça veut rien dire pour moi. Donc en fait, comment dire, je dis bon, non, je viens pas, je reste chez moi, je continue de bosser. Et bon, je me ferme comme ça les portes de Rio, puisqu'il me semble que les championnats de France étaient un peu tôt, enfin un peu tard du coup dans le planning, et donc trop proche des Jeux pour m'offrir une place là-bas. Euh, du
coup, c'est pas du tout un regret pour moi parce que j'ai fait mes propres choix de vie. Mais ouais, après ces championnats, je me suis dit, ouais, il y a un truc à faire et j'ai commencé à m'entraîner sérieusement sur 100 et 200 mètres. 200 mètres distance que j'avais assez délaissée pendant ma carrière valide, hein. Je mets des grosses guillemets sur carrière valide. Bah, t'as anticipé mon autre question, justement, je te demandais, parce que j'avais vu que tu avais été présélectionné justement pour les Jeux Olympiques Ouais, de Rio, donc c'est vraiment un choix, il n'y a pas de regret sur cet épisode-là. aucun regret, non, non. Bah, je serais bête d'en avoir, c'est-à-dire qu'on m'a proposé, hein, j'ai dit non. Puis en fait, à l'époque, j'avais pas forcément conscience de ce que ça représentait, quoi. J'avais conscience quand même que le sport de haut niveau, c'était une situation qui était très précaire et que j'avais besoin d'assurer mes arrières. Et puis surtout, ma première passion de base, c'est l'ergothérapie. Donc, c'est ce que je voulais faire de ma vie. Bon, pour le sport de haut niveau m'est tombé dessus, si tu veux. Donc, c'était compliqué. Tout ça, on parle de tout ça, c'est en 8 mois de temps, quoi. Tu passes de athlète lambda à potentiellement, tu peux faire les Jeux paralympiques à Rio. Tu comprends pas trop ce qui t'arrive, tu vois. Donc, bon, quand mon nom était pas sur la liste, j'ai pas été surpris non plus. On enchaîne sur 2017, tu rentres du coup officiellement à ce moment-là chez les seniors. Mm. Ça se passe plutôt bien, très bien même, car tu vas rechercher le titre de champion de France 200 mètres en salle dès février. Et en juillet 2017, tu vis ta première sélection en équipe de France pour les championnats du monde à Londres. Tu ressens quoi toi à ce moment-là? Tout va très vite parce que je passe des moins de 20 aux élites déjà. Et d'aller chercher un titre de champion de France quand tu passes de junior à élite, quand derrière tu as des Timothée Adolphe et des Axel Zorzi qui sont déjà bien placés et j'en oublie, tu te dis bon, ouais, j'ai fait quelque chose qui est vraiment pas mal. Et derrière, je connais ma première sélection grâce à un beau chrono sur 200 mètres d'ailleurs, parce qu'à l'époque il est encore au programme des championnats du monde. En fait, ça paraît la suite logique de tout ce qui a été accompli, mais tu dis putain, une sélection en équipe de France quand même. Et puis là, j'arrive à Londres au championnat du monde et on te remet ta dotation. Et là, t'as le maillot de l'équipe de France, quoi. C'est celui que tu voyais à la télé, parce que moi j'ai toujours été passionné de sport, quoi. Et puis là, en fait, le mec qui a le maillot sur les épaules, c'est toi. Et les gens, c'est toi qui vont regarder. Donc moi, je me suis mis à la place du téléspectateur et du fan de sport que je suis. Et je me suis dit, ah ouais, c'est cette pression-là, en fait, qu'on a quand je vais pas avoir la prétention de dire les espoirs d'une nation sur les épaules, mais t'as le poids du maillot, quoi, de te dire, putain, faut que je représente quand même. Et ouais, ça m'a fait plaisir. Alors, ça a été assez stressant parce que je suis passé, comme je t'ai dit, en moins d'un an de championnats ou interrégionaux à championnat du monde à Londres dans un stade bondé 40 000 personnes. C'est pas pareil, hein. Le chambre d'appel, tout ça, je connaissais pas, moi. Et donc, j'arrive là-haut et puis bah, il y a une ambiance de dingue. En plus, c'est à Londres, donc on me dit, tu sais, t'as de la chance de faire tes premiers championnats ici et t'habitues pas à ça parce qu'il y aura pas autant il y aura pas autant de ferveur à chaque championnat. Là, on est à Londres. C'est des gens qui sont passionnés ici. Ils sont passionnés de parasport, quoi. Et tu le ressens et t'entendais le stade gronder. Et bon, j'ai un peu foiré mon 200 mètres. Ça, j'ai été premier non qualifié pour la finale. Et puis au 100 mètres, tout de suite, je me suis dit, bon, allez relâche-toi un peu, fais-toi plaisir quand même. Et puis j'atteins la finale alors que j'étais top 10 à l'époque mondiale, quelque chose comme ça. Donc j'étais pas forcément le mieux placé pour être en finale. Et puis en finale, je finis septième, donc c'était un très bon résultat, quoi. Finalement, ouais, tu l'as plus vécu positivement que négativement, Ah ouais, toute non, cette c'était... pression d'un coup. Clairement, oui, oui. En fait, je me suis aperçu très rapidement que toujours dû être compétiteur. Moi, c'est un moment que j'aime bien la compète. Euh, je suis jamais vraiment trop stressé. Bon, là, il y a eu l'épisode des championnats du monde mais, à Paris, mais habituellement, je suis pas. Moi, je suis quelqu'un qui me nourrit ça, justement, de me dire j'en chie tous les jours à l'entraînement. Là, je suis en compète. Faut profiter, quoi. C'est pas maintenant qu'il faut stresser, se crisper. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Il y a des facteurs, des fois, qui font que, mais quand t'es. On reviendra peut-être aussi sur les Jeux paralympiques de Tokyo, mais ma série à Tokyo, je m'en souviens mètre par mètre parce que c'était un moment de grâce, quoi. Du coup, on enchaîne déjà sur 2018, du coup, après ces premiers championnats du monde. On arrive là aussi à une année intéressante car tu bats, je crois, pour la première fois le record de France sur 100 mètres, si je dis pas de Ouais, bêtises, c'est ça. avant de te blesser pour la première fois aussi quelques mois plus tard. Donc, comment on gère justement un début de saison au top comme ça et qu'on découvre juste après une première blessure difficile où il faut faire des efforts pour revenir? Bah, à ce moment-là, ouais, moi je suis sur un petit nuage. Tout ce que je fais, ça marche. Je veux dire, j'arrive, ça fait un an et demi que je suis dans le mouvement. En un an et demi, j'ai grimpé toutes les marches. J'ai déjà deux ou trois titres de champion de France. Je commence à battre les records de France. Donc ça veut dire que là, t'es quand même. C'est encore un autre niveau. Et puis effectivement, ces blessures, je me casse le pied.
fracture de fatigue. Et là, on me dit, ouais, le sport de haut niveau, c'est terminé. C'est pas la petite blessure, quoi. On me dit clairement, le sport de haut niveau, c'est fini. Fracture de fatigue du sésamoïde médial pied droit. Donc en fait, c'est un tout petit os dans le pied qui sert pas à grand chose. En tout cas, tout le monde ne l'a pas. C'est un os surnuméraire. Ça veut dire qu'en fait, ça se trouve, toi, tu l'as pas. Moi, je l'ai. Ça se trouve, toi, t'es né avec, il est bipartita. C'est-à-dire qu'il est déjà cassé. Et donc, tu vas pas t'as moins de chances de te le casser. Et donc, en fait, c'est comme un coup du sort, en fait. Et moi, ça m'a permis de m'en mettre en question très rapidement. Et de mettre en question très rapidement ma pratique aussi. Et de me dire, bon, là, il faut rebondir, quoi. Et donc, j'ai décidé d'être un peu plus têtu que ce que m'avaient dit les premiers diagnostics. Et j'ai remué ciel et terre pour voir des experts. Et la chance que j'ai eue, encore une fois, je dois avoir une bonne étoile à ce niveau-là. Il y avait un expert sur Nancy qui connaissait bien mon directeur de l'école ergo dans laquelle j'étais. Il m'a dit attends, je te chope un rendez-vous rapidement. Et en fait, le mec a mis en place un protocole de guérison. Il m'a dit voilà, t'as 8 mois. Au bout de moi, je peux pas te dire si ça va cicatriser ou pas. La seule chose que je peux te dire, c'est que si tu es obligé de passer par ces 8 mois et on constatera après. Soit ça marche, soit ça casse. Il n'y a pas le choix. Et donc il me dit déjà là, pendant les 4 premiers mois, tu fais rien. Et après, tu reprends progressivement la course. Donc quand je dis reprendre progressivement, c'est tu fais 5 minutes. Demain, tu refais 6, le lendemain 7. Donc ça, c'est pas progressivement, tu peux faire un footing d'un quart d'heure et le lendemain une demi-heure. C'est vraiment minute par minute. Et ça pendant des semaines. Et je pense que je dois être un peu maso sur les bords. Ça m'a forgé un peu un mental aussi. Je suis revenu après cette blessure-là. Et je me suis qualifié pour les championnats du monde de Dubaï. Et premier échec, effectivement, entre 2019 et 2018, je loupe les championnats d'Europe. Où là, j'avais vraiment mis une croix dessus pour dire là, je vais chercher le titre de champion d'Europe du 100 et du 200, quoi. Malheureusement, ça n'a pas pu le faire. Et dans cette période aussi, bon, tu me le disais plus en off, mais même ton club à ce moment-là de Nancy ne croyait pas entre guillemets en ton retour. Non, c'est compliqué. Disons que ça s'est pas très bien terminé dans la mesure où voilà, j'ai été blessé 8 mois, donc en dehors des pistes, environ 9 mois. Et j'ai pas eu de nouvelles en fait. On m'a appelé juste pour savoir si je reprenais une licence. Il y a eu des soucis, on va dire, d'ordre financier. On s'entendait pas bien sur la question et surtout, bon, il y avait un peu de malhonnêteté de ce côté-là, de leur côté. Euh, Moi, à ce moment-là, j'essaie de tout mettre en place pour revenir le plus vite possible et le plus fort possible. Je suis pas forcément accompagné non plus. Donc, non, ouais, c'est une période très compliquée et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu rebondir à Lille, plus particulièrement dans la section de Tourcoing, où on m'a accueilli voilà, les bras grands ouverts, avec aucune garantie de résultat, parce que oui, effectivement, je revenais d'une fracture où on me disait que c'était fini pour moi. Donc, à aucun moment, c'était un pari sûr et certain de me voir revenir pour les championnats du monde de Dubaï et encore moins pour les Jeux de Tokyo. Donc, je suis arrivé dans un environnement où on a cru en moi et clairement, ça m'a boosté aussi. Et puis ouais, ça m'a permis d'avoir la carrière qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Du coup, tu rejoins Lille en 2019, c'est C'est ça? ça. Mais je continue en fait de vivre à Nancy, où je dois terminer d'abord mes études. Donc en fait, je suis co-entraîné par mon coach Julien Reb à l'époque et Nicolas Vie qui est mon coach aujourd'hui. Donc Nicolas qui avait pour but de juste me faire appliquer les consignes de Julien et de m'intégrer au groupe à son groupe d'entraînement pour que l'année d'après on puisse transitionner sur l'année des Jeux. Et voilà, j'ai été très très bien accueilli et j'estime que c'est la seconde partie de ma carrière. Si on doit la segmenter, il y a toute cette première partie à Nancy. Ensuite, il y a toute cette partie avant Tokyo et puis l'après Tokyo aussi. Et ouais, dans cette période-là, ça m'a beaucoup aidé d'être bien accompagné et ça m'a donné la confiance nécessaire pour me dire que j'étais capable de le faire, quoi. Et puis en plus, le LMA, c'est quand même un grand club avec de grands noms. Aujourd'hui, on a Jimmy Vico, Jay Ferius, Siana Samba Mayela, on a David Sombé qui est récemment médaillé au championnat du monde, Wilfried Apio, enfin, tous ces grands noms de l'athlé dans ce club-là. Pierre-Ambroise Boss aussi. Et on me met en avant autant que ces athlètes-là. C'est-à-dire qu'on reconnaît pour ma qualité de sportif de haut niveau que je sois athlète paralympique ou pas. Et ça, mine de rien, on peut penser aujourd'hui que c'est normal par rapport au fait qu'on accueille les Jeux à Paris, etc. Mais il y a 3-4 ans, c'était pas encore quelque chose d'hyper standard de mettre en avant ces athlètes paralympiques en avant. Donc merci Welema pour ça, parce que ça m'a vraiment permis de me remettre le pied à l'étrier et puis comme il faut, quoi. Et donc on reprend ce fil rouge de ton histoire à Lille. En août 2019, tu fais champion de France sur 100 mètres justement, avant de t'envoler pour un nouveau championnat du monde en novembre à Dubaï. C'est ça. Et ils l'ont décalé, j'imagine, en raison de la chaleur, mais du coup, comment on négocie une saison à rallonge comme ça avec
un gros championnat qui tombe en novembre, du coup c'est pas très courant quoi. Je me souviens, c'était assez bordélique cette saison-là parce que en fait, on est en 2019, le Covid n'est pas encore là. Ça veut dire que les Jeux de Tokyo les Jeux de Tokyo sont censés être en juillet qui suit, donc en fait, enfin août, juillet-août qui suit, donc ça veut dire qu'entre novembre et août, après, t'as plus que 9 mois. Donc ça veut dire que ces mondiaux-là, c'est pas seulement des championnats du monde, c'est vraiment ça fait partie de la préparation pour Tokyo. Et je me souviens que le top 6, non, le top 4 était qualificatif, un peu comme à Paris là. Le top 4 était qualificatif pour les Jeux. Moi, je reviens de blessure, je vise pas le top 4, hein. Si je fais finale, c'est bien. Il y a un an avant, on me disait que le sport c'était fini, donc déjà être champion du monde, c'est très bien pour moi. Et c'était vraiment un avantage pour moi cette saison-là, que les championnats du monde aient lieu tard, parce que ça m'a laissé le temps de revenir. S'ils avaient eu lieu en juillet, j'aurais jamais été qualifié. Et ça m'a permis de revenir. Alors moi, je suis content, je fais finale, je finis sixième, je bats mon record en finale, donc je suis à ma place, quoi. Mais après, grosse déception, parce qu'à ce moment-là, voilà, le staff de l'équipe de France change. On met à la tête des gens qui ont énormément de pression pour emmener un maximum d'athlètes à Tokyo, dans le but de préparer Paris. Cette pression, elle redescend sur les athlètes. Et voilà, j'ai très mal vécu l'après-Dubaï parce qu'on m'a fait comprendre que sixième, c'était pas ce qu'il fallait faire. Mais en fait, le souci, il a été surtout qu'on n'a pas discuté sur quels étaient mes objectifs et quel était le leur. Et donc forcément, il y a eu un décalage entre ce qu'ils attendaient de moi et ce que moi j'attendais de moi-même. Donc moi, j'étais très content de ce que j'avais fait moi-même, mais par contre, l'impression d'avoir déçu tout un staff, quoi. Et ça, c'était très difficile à vivre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé la prépa mentale. Juste après, juste après Dubaï, je me reblesse. Une petite blessure musculaire, mais pour le coup qui est bien emmerdante pour aller chercher ma qualif à, à Tokyo. Et puis en fait, là, miracle, Covid. Et moi, ça me sauve la vie, quoi. Parce que ouais, justement, toi, cet épisode qui nous a tous marqué, le Covid, comment toi tu l'as vécu à titre personnel? Moi, je vois ça comme une chance. Je me dis, tout va être décalé, j'ai un an de plus, je suis blessé, là, je vais m'entraîner plus que les autres. Et surtout, je coupe les réseaux. En fait, je me désabonne de toutes les pages, de tous les médias sportifs. Je ne regarde pas les infos. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, il y a une grosse inquiétude autour des jeux et on parle d'annulation des jeux. Et moi, ça fait 4 ans que je prépare les jeux. Je peux pas dire que c'est annulé. Ça fait 4 ans, j'ai orienté toute ma vie là-dessus. C'est-à-dire que mes études, même mes études d'ergo, j'en ai souffert, entre guillemets, parce que j'enchaînais les entraînements euh, après les cours et j'ai pas eu de vie étudiante. C'est-à-dire que j'ai fait énormément de sacrifices pour ces jeux-là. Moi, j'entends, ouais, c'est annulé, c'est annulé. Non, non, c'est pas annulé. Non, non, les gars, ça peut pas être annulé. Du coup, je ferme tout et je vais m'entraîner là dans la rue. Non, les gens voient pas, c'est pas très imagé la radio, mais là, on est chez moi et tu vois, la rue, c'est une ligne droite. Et j'avais tracé à la craie des repères. Donc, j'avais transformé cette rue en ma piste et en fait, j'avais une dérogation en tant que sportif de haut niveau pour pouvoir sortir plus qu'une heure et je faisais mes allers-retours là dans la rue et je passais vraiment pour un fou parce que les gens qui étaient enfermés chez eux se demandaient mais que fout ce mec à taper des sprints et à revenir, taper des sprints et revenir et faire ses gammes et machin. Et moi je l'ai vécu vraiment comme une opportunité de revenir plus fort. Et je me suis dit, voilà, peut-être tu as des adversaires qui eux vont se reposer, moi je vais pas me reposer. Et en fait, si tu veux, ça m'a permis de rattraper le niveau mondial. D'une part, de ma blessure à un niveau normal et ensuite d'un niveau normal à un step-up parce que je me suis entraîné tous les jours. Et j'y ai cru. Pour moi, les jeux. En fait, j'ai fait comme si les jeux ils avaient lieu en août 2020. Comme ça, en fait, quand je suis revenu, si tu veux, quand le Covid a eu. C'est fini, bah, quand j'ai repris l'entraînement, c'était pas dur pour moi. J'étais déjà dedans, quoi. Donc, forcément, après, le chemin vers Tokyo, c'est entre. Je mets des grosses guillemets simplifiés, mais sans le Covid, je pense aujourd'hui pouvoir dire que j'aurais jamais été qualifié à Tokyo, je pense. J'aurais jamais fait Tokyo. Et c'est quand ton retour à la compétition? C'est quelle compétition? Retour à la compétition, alors, il me semble qu'à l'époque, il y a les championnats de France en salle qui sont annulés. À l'époque, il y a une dérogation spéciale pour que uniquement les sportifs de haut niveau puissent faire de la compète. Donc je me souviens, moi je fais toutes les compètes valides que je peux en salle. J'ai des vidéos où on est trois dans la course, dont une femme, parce qu'en en fait, il y avait tellement peu de sportifs de niveau dans la région prêts pour cette compète-là qu'on s'est retrouvé à faire une série à 3 ou 60 mètres. Enfin, c'était un moment un peu hors du temps. Et puis le retour sur le 100 mètres, je sais plus vraiment quand est-ce que ça a été. En tout cas, dans des compètes normales. Je me souviens qu'on a fait le tour du monde quasiment pour se qualifier, mais qui était
qui était toujours assez spécial avec le Covid, quoi. J'ai plus le nombre en tête, j'aurais dû le noter, de tests PCR que j'ai fait, mais je, j'avais plus de narines à la fin, quoi. On faisait que ça. Et encore, on avait de la chance parce qu'on pouvait voyager, quoi. On avait le droit de sortir de chez nous. Donc, je crois que c'était le Maroc. Je crois que j'ai dû faire. Non, ça devait être Dubaï ou. Ça devait être Dubaï. D'ailleurs, ouais, c'est Dubaï. Dubaï, je fais des soucis de chronométrie ce jour-là. Je fais probablement les minima pour les jeux et en fait, il y a un problème de chrono, un problème chronométrique. Et l'organisation n'a pas voulu revenir dessus et on me cale avec un chrono qui est à quelques centièmes de seconde de ma qualif, quoi. Et je me souviens que je bute toute l'année sur. Je devais faire 11,38. Et bon, j'avais encore 11,45. Et toute la saison, 11,44, 11,45, 11,46, et j'arrivais pas à passer en dessous, putain. Toute la saison jusqu'au mois d'avril où c'était la dernière opportunité à Maison-Alfort et j'y arrive pas. Et j'échoue à quelques centièmes. Premier échec. Et là, je me dis, bon, bah, les jeux, ça va passer par les championnats d'Europe, sauf qu'il va rester trois quotas, quoi. Et il faut que je sois juste le meilleur possible aux championnats d'Europe pour montrer à l'équipe de France que j'ai ma place, quoi. Et Justement, on arrive à un été intéressant, entre guillemets, ouais. parce qu'on parlait des compétitions qui sautent, mais là, tout s'enchaîne. Championnat de France, d'Europe, et après les JO, tout se passe bien. Comment tu as géré ce trop-plein de compètes d'un coup, et surtout ce premier podium international où tu te classes Bah, vice-champion d'Europe, il y quoi. a toute la première phase qui a été compliquée, hein, de reprise jusqu'à avril où bah, je me qualifie pas. Et puis après, avec le coach, on se dit, bon, il y a deux solutions. Soit on recentre l'objectif de la saison sur les championnats d'Europe et tu vas chercher les meilleurs résultats possibles, ce qui, dans tous les cas, te permettra ou pas d'être qualifié à Tokyo. Ou alors on décide de se morfondre et on vise Tokyo absolument. Et là, tu risques de cracher parce que t'auras pas, tu vas rester sous une déception, quoi. Donc on recentre tout. On garde Tokyo dans un coin de la tête, mais on recentre tout le plan sur les championnats d'Europe. On dit, ok, pic de forme au championnat d'Europe, il n'y a plus de jeu. On a fait comme s'il n'y avait plus de jeu. On a dit, voilà, tu dois être un monstre aux Europes. Et aux Europes, je l'identifie quand même comme ma dernière chance de qualif, parce que ça reste une course. Et en fait, c'est finale directe, donc j'ai qu'une course. Et je suis en chambre d'appel, je suis stressé comme j'ai jamais été stressé de ma vie. Alors qu'en chambre d'appel, je suis pas stressé du tout, quoi. Et là, je bouge partout, je tremblote, je suis pas bien, quoi, je suis stressé. Et puis 2 minutes avant de rentrer sur la piste, je sais pas pourquoi, je me mets un coup de fouet du Seigneur, je sais pas d'où ça vient ce truc-là, mais de me dire, eh merde, c'est bon, vas-y, on s'en fout, quoi. Putain, c'est 1500 mètres, tu fais ça toute l'année, si t'es pas qualifié, c'est pas grave. Euh, Montre-leur ce que tu sais faire, parce que les minima, en fait, ça faisait depuis le mois de janvier que je les faisais à l'entraînement tous les jours, quoi. Donc j'aurais dit, putain, mais merde, tu fais ça. Je me suis dit, tu fais ça tous les jours, quoi. Tous les jours, tu fais la même chose. Tu connais le chemin, tous les jours, tu le fais. Et tu vois, ça se passe très vite. Et d'un coup, je passe en mode de. J'ai pas une confiance en moi, mais c'est l'état de grâce dont je te parlais tout à l'heure. Je passe en état de grâce. Vraiment, en fait, je suis conscient de tout ce que je fais, de tout ce qui est autour de moi et de ce que je dois faire. Et je rentre sur la piste. Et d'ailleurs, j'ai eu des remarques du staff et de ma préparatrice mentale sur le sujet. Joe Mazzetti, un des entraîneurs, il m'a dit quand je t'ai vu rentrer sur la piste. Alors Joe, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec les valides, hein. Il a été entraîneur du relais 4x100 à l'époque où on est recordman du monde et champion d'Europe. Il a vu Carl Lewis, etc. Enfin, je veux dire, le mec a vu tout le gratin du sprint mondial. Il a dit j'ai reconnu ce truc du gars qui va performer. Ça s'est vu, t'étais dedans, quoi. Et moi, je me rendais pas forcément compte à ce moment-là. Faux départ. Tout le monde en panique. Moi, je reviens dans mon bloc, mais serein. Je te jure, mais vraiment serein en mode ok, bon, c'est pas grave, on recommence. Et je prends pas le meilleur départ de ma vie, je suis derrière le russe à ce moment-là, derrière le britannique intouchable à l'époque. Mais à aucun moment je stresse. À aucun moment je stresse, je fais mon 100 mètres, je passe devant le russe. Et à aucun moment je me dis ça va mal se passer. Je continue, je continue. Et là je casse. Non, on m'entend crier dans la vidéo. Et je sais que j'ai fait quelque chose de bien. Je sais pas le chrono encore, mais je sais que là j'ai fait la plus belle course de ma vie. Et là, j'attends le chrono parce que c'est. En fait, au-delà de la place me qualifiait pas. J'étais vice-champion d'Europe, donc déjà j'étais content. Je me disais, bon, déjà au moins t'as une médaille, quoi. Et puis là, le chrono il tombe 11,34. Et moi, le 11,38, je l'ai dans la tête. Je sais exactement quel chrono je dois faire pour me qualifier au jeu. Et là, je fais 11,34. Je me classe 5ème mondial. Je suis mieux classé que certains athlètes français déjà qualifiés pour les jeux. Et là, je me dis, c'est bon, j'ai ma place, je suis obligé de partir, quoi. Je sais que la qualif au jeu, elle tombe là.
Et là, je tombe à genoux par terre, parce que j'ai vraiment, je m'effondre et je hurle. Je saigne des genoux et de la gorge tellement j'ai. Bon, des genoux parce que je me suis laissé tomber, et puis de la gorge tellement j'ai crié, quoi. Et il y a cette photo sur mes réseaux, vous pouvez la retrouver. Et c'est un sentiment de. Je sais pas comment décrire ça. Je crois que je paierais très très cher aujourd'hui pour revivre ce moment-là. De, de la pression qui s'évade de tes épaules et tu sais que t'y vas, quoi. Ça y est. Après, par contre, ça s'arrête pas là pour moi. Moi, je suis compétiteur, donc je sais que je suis au jeu. Maintenant, je vais pas au jeu pour dire, allez, fais de ton mieux, quoi. Justement, tu parlais de ce statut de vice-champion d'Europe à Tokyo pour tes premiers JO. L'atmosphère, une fois là-bas, on sentait quelque chose d'un peu austère. Il y avait une population aussi qui avait l'air un peu contre ces JO. Pas de public. T'arrives quand même à rester dans tes objectifs, à savourer ces jeux-là. Mais moi, je suis sur un nuage. En fait, à ce moment-là, je me rends même pas compte de l'atmosphère qu'il y a là-bas. Euh, Ensuite, j'ai pas eu la sensation que les Japonais qui nous ont accueillis, en tout cas, étaient contre ces jeux. Après, on a peut-être profité des plâtres qui avaient été essuyés par les valides juste avant nous, hein, comme on passait après. Et puis, en fait, pareil, climat Covid, donc hyper anxiogène parce que tu arrives à l'aéroport, t'es positif, tu rentres chez toi. T'es positif, il y a le moindre doute, tu dégages, quoi. Et bon, là, tu stresses, hein, quand même. Et en fait, c'est tellement bien organisé sur place, on est tellement bien accueillis que en fait, le stress, tu le sens même pas. Parce que tout est bien drivé, tout est carré. Et donc, tu fais tes tests salivaires tous les jours, tes tests PCR, machin, et tout va bien. Parce qu'on est bien accueillis, parce que c'est bien organisé, et du coup, ça t'enlève toute l'angoisse qu'il y a à ça. Et puis, après, atmosphère donc particulière, on est dans un camp de base à Kobe pendant une semaine, 10 jours, je crois. Une dizaine de jours, 2 semaines. Avant de prendre le Shinkansen, donc le train pour traverser, puis aller jusqu'à Tokyo, au village. Et là, le village, c'est encore une autre compétition qui commence. Là, quand tu mets un pied dans le village, tu dis, ah ouais. En fait, tu sens la chance que tu as d'être là. Et je parle pas que par rapport au Covid et au fait qu'on pouvait voyager, de te dire, quand on compte les Jeux Olympiques et Paralympiques, et le nombre d'athlètes qui ont le privilège, parce que même si c'est beaucoup de travail, même si on le mérite, etc., il faut pas oublier que c'est un privilège qu'on vit. Faut vraiment pas l'oublier parce que si tu prends ça pour un dû, voilà, tu commences vraiment, faut remettre en question ce que tu fais parce que c'est une chance d'être là-bas, quoi. T'es au jeu. Et quand tu regardes à l'échelle de la population mondiale, bah, finalement la chance que tu as un jour de participer à cet événement-là, il est quand même infime. Et toi, t'y es, quoi. Et puis bah, du coup, moi j'étais toujours sur mon petit nuage des résultats au championnat d'Europe et je décide de vivre le truc à fond. Vraiment, quand je rentre dans le village, je me souviens m'être fait la promesse de me dire, mais à aucun moment tu te plains d'être là. Que le village il soit petit, que tu aies le droit de sortir, pas sortir, qu'il soit fini, pas fini, peu importe l'ambiance qu'il y aura dans l'équipe de France ou quoi, toi tu kiffes. Je peux te dire que j'ai kiffé, le village j'ai kiffé de ouf et ça a contribué à la performance aussi que j'ai fait à Tokyo. Cette finale, justement, tu finis au pied du podium, Mm. mais tu bats quand même ton record perso. Donc, est-ce que tu avais une déception quand même de ne pas être médaillé ou tu sors quand même super content de cette expérience? Moi forcément très content, en fait je bats mon record en série, je fais 11,30, la série vraiment la plus belle course. Vraiment pareil, état de grâce je dirais pas état de grâce, je pense que j'étais plus en confiance qu'en état de grâce cette fois-ci. Et je fais, je fais deuxième de ma série, je me qualifie en finale, je fais le troisième meilleur temps des séries. Là, je me dis, il y a quelque chose à y jouer, mais je sais qu'il y a l'Australien derrière et que je suis outsider. Je me vois pas trop grand non plus, parce que j'ai pas envie d'être déçu, quoi. Et surtout, je suis pas quelqu'un qui se ment à soi-même, c'est-à-dire que si j'ai le niveau d'être cinquième et que je sais que j'ai le niveau d'être cinquième, je vais pas m'interdire de gagner, de penser aux médailles. Mais je vais pas non plus faire le mec en disant non, ouais, ouais, je visais la médaille. Non, ouais, je suis cinquième, je suis une médaille, c'est magnifique. Je la fais pas, tant pis. Et je suis très pragmatique, quoi. Et, et là, en finale, ouais, donc je prends pas le meilleur départ de ma vie. Bon, il est pas dégueu, mais je prends pas le meilleur départ de ma vie. Puis je me redresse 15-20 mètres et puis je vois les mecs qui sont déjà devant et je me dis putain, ma médaille. Et bon, après, je me remets un coup de fouet, je termine comme il faut. Je finis quatrième, avec un chrono qui est anecdotique, mais dans tous les cas, je vois le podium, c'est 10,97, 11,00, 11,00. Donc moi, je sais ce qu'il me reste à faire pour dans 4 ans, atteindre 11,00. J'aurais fait 11,01, je passais pas, tu vois. Et mon record en série, c'était 11,30. Donc forcément, le compétiteur, sur le moment, il est déçu, parce que j'ai envie de gagner ma médaille.
Mais franchement, très très rapidement, la déception elle laisse place quand même à un sentiment de satisfaction de se dire ouais, il y a 2 mois je partais pas quoi. Il y a 2 mois je partais pas, là je suis là, je représente mon pays dans la compétition la plus prestigieuse du monde. J'ai pris un plaisir énorme à être là. Je veux dire, c'est bon, c'est une très bonne expérience pour Paris. Maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire. Et puis après, j'ai embrayé pour préparer les championnats du monde de Kobe qui ont été annulés après pour le Covid, pour raison de Covid. Donc, saison 2022 blanche par rapport aux compétitions internationales. Et puis, préparer Paris 2023, quoi, juste après. Et justement, bon, tu sors de ce statut-là, enfin, un peu grandi de Tokyo, et on va revenir sur ta meilleure année qui n'est pas finie, Mm. en 2023, donc on arrive en 2023, et alors là, tu bats tous les records. Ouais, 60 mètres et 200 mètres en salle le même jour, et cet été, le 100 mètres et le 200 mètres en plein air. Ouais. Comment t'expliques justement cette forme exceptionnelle J'étais prêt. En fait, après Tokyo, j'ai eu énormément de soutien. Mon parcours a été mis en avant, donc j'ai été pareil, très accompagné au niveau des sponsors. Et donc ça m'a permis de professionnaliser ma pratique et c'est ce que j'ai fait. J'ai tout mis en place pour progresser et j'ai progressé plus vite que prévu. 11,00 qui va être mon record au 100 mètres en fin de saison, c'était l'objectif pour Paris 2024, pas pour Paris 2023. Donc si tu veux, j'étais déjà en avance. L'objectif c'était de gagner 1/10 par an. Et, euh, et en fait, tout s'accélère, tout va très vite, sans mauvais jeu de mots. Et au 60, 7-10, je suis content, c'était mon objectif. 7-10, je fais 7-10 pile. Aux 200 mètres en salle, sans forcément le préparer, pareil, record. Un peu déçu de pas descendre sous les 23, mais c'est pour bientôt. En tout cas en salle. Et puis arrive la saison estivale, et saison estivale, pareil, j'enchaîne. Hein. Je fais 11,05 en Suisse. Là, j'explose mon record. Je mets 25 centièmes à mon record, donc. Non, enfin, je mets 25 centièmes. J'ai loupé un épisode, on pourrait y revenir après si tu veux, parce qu'en fait, après Tokyo, je fais une occlusion intestinale, où j'ai failli mourir, et on m'a dit le sport de haut niveau c'est terminé. Ah oui, grosse parenthèse. Grosse parenthèse, je vais la faire maintenant, comme ça on va mieux comprendre ce qui m'a emmené là. En fait, si tu veux, donc Tokyo, 2 semaines après, je suis sur mon petit nuage, et 2 semaines après, je fais une occlusion intestinale sévère. On me dit, voilà, là, vous allez peut-être mourir en fait. Donc on m'opère, et une histoire à la Grey's Anatomy vraiment incroyable. 8h30 sur la table d'opération, on me retire 30 cm d'intestin. Par miracle, j'ai pas de poche. Et je perds 10 kilos, enfin, je perds 12 kilos en tout, dont 10 dans la première semaine où je rentre à la maison après l'opération. Et les médecins me disaient, voilà, là, t'as vécu quelque chose de très grave, très traumatique pour ton corps, le sport de haut niveau, faut penser à arrêter. Et moi, à ce moment-là, j'ai tellement mal, je veux juste boire, manger, marcher, quoi. J'en ai rien à foutre de courir, vraiment. Puis au bout de quelques semaines, quand ça commence à aller un peu mieux, courir, finalement, ça me manque un peu. Et on me prédit que je peux reprendre le footing. Et encore, on ne parle pas de sport de haut niveau, là, on parle de sport. Hein. On est au mois d'octobre, juste après l'opération. On me dit, au mieux, tu reprendras le footing en janvier. Quoi. Puis je reprends le footing au mois de novembre. Et c'est dur, c'est très très dur. Premier footing, 25 minutes, j'ai l'impression que je vais mourir parce que physiquement, j'ai plus rien, j'ai plus de muscles. J'ai plus de cardio, j'ai plus de conditions physiques. J'ai un nouveau corps en fait. J'ai un nouveau corps et je le connais pas. Et j'ai l'impression d'être un fumeur de 50 ans qui a jamais couru de sa vie, quoi. Tout le respect que j'ai pour les gens qui fument et qui font pas de sport, c'est pas ça, mais j'ai l'impression d'avoir jamais fait de sport de ma vie. Et puis je reprends quand même en me disant que j'ai quand même de la chance, ne serait-ce que d'être sur mes 2 jambes et de courir. Quoi. Je le prends vraiment comme une chance et j'aborde complètement mon sport d'une façon différente. Là où avant j'étais très stressé par le résultat, dorénavant je me suis dit, mais en fait, chaque 100 mètres que tu feras, ça sera une chance que tu loupes ou que tu loupes pas. Que tu fasses record ou que tu fasses la pire perte de ta vie, t'as de la chance de courir, quoi. Et merde, tu cours. C'est bien que tu cours. T'es pas dans un lit d'hôpital avec une sonde nasogastrique où tu peux pas manger, tu peux pas boire. Ça, c'est grave. Louper un 100 mètres, c'est pas grave. Donc, tu vois, j'ai tout un état d'esprit qui change. Et puis, je reprends le sprint en janvier, là où on m'a dit que je reprendrais probablement en avril, si tout se passe bien. Et puis, au mois de mai, je bats mon record en Suisse. Donc là, on est en mai 2022. Je fais 11 secondes 21. Et là c'est pareil. Au niveau du storytelling, c'est incroyable. Les gens disent, putain, le mec a fait crever, il revient, il fonce 21. À l'époque, je suis deuxième au bilan mondial avec ce chrono-là. C'est solide, quoi. Et donc forcément, ça crée une légende autour de ça, une certaine attente de se dire, putain, le mec, il est increvable, il est forcément fait pour gagner, quoi. Et moi, de mon côté, j'essaie de me protéger de cette image-là parce que après les jeux, il y a aussi justement donc, tous les sponsors qui arrivent en cascade, la médiatisation, tout ça. Et il y a mon image qui change, en fait. Et, moi, je change pas, mais mon image, si. Et du coup, en fait, aux yeux des gens, je suis d'un coup devenu quatrième au jeu.
tu vois. Et pour moi, c'était pas un statut. Pour moi, quatrième au jeu, c'est un résultat. Si tu veux, c'est le fruit de mon travail, si tu veux. C'est tout ce que tu veux d'un point de vue fruit, fruit d'un travail, je sais pas comment on pourrait appeler ça, accomplissement, mais c'est pas une fin en soi d'être quatrième au jeu. Enfin, je veux dire, ça me définit pas. Je reste Dimitri, j'ai pas changé. Et donc, j'ai eu un vrai effort à faire aussi de ce côté-là, de me dire, mais pourquoi on s'intéresse à moi maintenant? Pourquoi maintenant? Mais moi, ça fait quelques années, je suis sixième mondial, tout le monde s'en fout. Là, je fais quatrième au jeu, je deviens un roi. Tu vois, j'ai du mal à accepter ça parce que pour moi, j'ai pas l'impression d'avoir changé foncièrement. Je suis toujours la même personne et que j'ai été dernier ou premier à Tokyo, mon parcours est resté le même, quoi. Bon, j'ai bossé ça en prépa mentale, maintenant je l'accepte beaucoup mieux. Je comprends tout à fait en fait toute la représentation même sociale qu'il y a autour des jeux et tout ça. Donc je le vis beaucoup mieux. Mais c'est un truc avec lequel j'ai eu du mal. Pareil, je viens d'un milieu. euh, Mon père il est ouvrier, ma maman elle est assistante maternelle. Donc quand l'argent des sponsors est tombé en cascade, je dis pas que je suis devenu riche, hein, loin de là. Mais ça m'a fait bizarre parce que je me suis pas, il y a un sentiment de culpabilité de te dire mais euh, pourquoi moi, pourquoi maintenant, un peu un syndrome de l'imposteur. En fait, si tu veux, pareil que qu'arriver en même temps que tout ce truc là de l'occlusion et machin. Et en fait, le moment de l'occlusion où où j'ai eu un repos forcé de pareil 8 mois, hein, bah ça m'a ça m'a permis voilà de me re-questionner et puis de savoir quel athlète je voulais être pour Paris 2024 et de me dire mais plus jamais je me lève le matin en pensant que je suis qu'une merde parce que je suis pas qualifié au jeu, quoi. Ça plus jamais, quoi. Et je vais me donner les moyens que ça n'arrive pas. Et parce qu'en plus c'est même pas vrai, quoi, que je sois qualifié ou pas au jeu, que je sois champion paralympique ou pas, ça fera pas de moi une meilleure personne. Enfin, tu vois, je serai toujours Dimitri, je serai pas moins bon ou meilleur. J'aurais essayé, mais c'est pas moi. Enfin, ça va pas, ça va pas me changer, quoi, moi, tu vois. Donc finalement, je me suis retiré toute cette pression-là et ça a amené cette saison 2023, justement, pour revenir dessus, où je bats tous mes records. Et puis, et puis là, à ce moment-là, moi, j'ai plus envie d'être outsider. Clairement, j'ai conscience de mon niveau et sans prétention aucune, mais au vu des résultats, je me dis que je peux être champion du monde. Vraiment, je peux être champion du monde. Et ça, c'est de pouvoir se le dire et de se le dire, pas par prétention, mais juste par des faits. Tu te dis putain, je vais le faire. Puis bon, malheureusement, je connais quelques difficultés sur le plan personnel avant les championnats du monde et elle se finit pas aussi bien qu'elle aurait dû. Avec en plus bah, quelques surprises, c'est-à-dire que voilà, j'ai jamais concouru contre aucun Américain en 6 ans et 7 ans même, et puis là ils en foutent 3 en finale, il y en a 2 qui sont sur le podium, dont un qui passe de champion paralympique T37 à T38, donc le mec a quand même un certain niveau. Nick Menyoug, le médaillé de bronze, et puis Blackwell, pareil, c'est un mec on l'avait jamais vu. Et bon, t'es là, bon ok. Mais malgré tout, cette année, ce qu'il faut que je retienne, c'est effectivement 4 records, deuxième perf mondiale de l'année, malgré tout. Cinquième mondial, c'est pas si mal. Malheureusement, j'échoue à un millième de seconde pour ma qualif au jeu, mais j'ai pleinement confiance en moi pour aller chercher ce qu'il faut pour aller me qualifier cette année. Donc c'est ça, il y a vraiment un contraste entre avoir battu tous ces records, euh, être champion de France partout, deuxième au bilan mondial, et puis il y a ce petit point noir là des championnats du monde. Mais bon, après, c'est les soucis perso qui ont pris le dessus, mais ça montre aussi voilà, qu'on n'est pas des machines à courir, qu'on a aussi des émotions, des sentiments et qu'on est des gens à côté du sport. Et puis, bon, tellement frustré que 2 semaines après, donc je continue ma saison après championnat du monde et je bats le record d'Europe du 200 mètres. Euh, et avec un chrono qui fait que je suis pas passé au 100 mètres en 11 secondes 20, hein. J'ai dû passer dans un chrono proche de celui qui m'aurait permis d'être médaillé à Paris. Donc il y a un côté frustrant de te dire putain, en fait, mon corps était en forme, mais ma tête était juste pas là. Après, vaut mieux que ça arrive là qu'à Paris 2024. Et je sais exactement ce qu'il faut que je mette en place pour aller chercher ma médaille à Paris. Et, euh, et je continue d'y croire aussi fort que cet été. Cet été, on va dire que ça m'a remis les pieds sur terre. Et puis ça m'a permis de me dire, allez, il n'y a rien qui est fait, faut encore travailler. Et ouais, j'ai pour objectif de descendre en dessous des 11 secondes et puis d'aller chercher une médaille à Paris, toujours. Et ce record d'Europe dont tu parles du 200 mètres, tu l'as obtenu donc juste après les championnats, c'est ça? Ouais, juste Est-ce après les mondiaux. Ouais. est-ce que il y a eu aussi ce côté-là mentalement où tu as été aussi déçu peut-être du traitement médiatique que tu as eu après justement cette cinquième place où un peu la presse t'a encensé en te voyant champion du monde et après tu avais l'impression qu'il y avait trop Ouais, personne une fois que la course était passée?
Ouais, bah, ça a été au-delà de le fait qu'il n'y ait plus personne. En fait, je comprends qu'après un championnat du monde, on soit plus la priorité de la presse parce que voilà, il y a d'autres sports, etc. Ça, c'est pas un problème. C'est plus la façon dont l'information est traitée, en fait. Alors, globalement, ça s'est bien passé, mais il y a eu quand même quelques articles qui piquent. C'est-à-dire que toi, je suis déjà assez déçu de moi-même pour avoir à être déçu en lisant la presse en plus, sachant que c'est même pas moi qui la lis, c'est ma famille, quoi. Donc en fait, je vis ce traitement médiatique à travers euh, la tristesse qu'a ma famille de lire ce genre de commentaires. Et forcément, ça fait pas plaisir. Parce que j'ai essayé d'être un athlète assez entier toute l'année, d'inviter un maximum de sponsors et de médias dans mon quotidien pour justement qu'on différencie l'athlète de la performance et qu'on n'associe pas uniquement l'athlète à sa performance ou uniquement à ce qu'il fait en dehors, mais de bien comprendre que c'est un tout. Et oui, effectivement, t'es encensé, t'es monté sur le toit, t'es monté sur le toit du monde avant même d'y être et t'as rien demandé. Enfin, je veux dire, moi, j'ai rien demandé. Moi, quand on me demandait c'est quoi ton objectif, je dis bah c'est être champion du monde, mais c'est parce que je suis premier au bilan mondial. J'ai pas dit je vais être champion du monde, j'ai dit je veux être champion du monde, tu vois. C'est pas pareil. Après, il faut avoir le courage de ses ambitions à un moment donné. On peut vouloir être champion du monde et ne pas l'être parce qu'on fait du sport. Et qu'en fait, tu sais pas si les 4 mecs devant toi ils sont mieux préparés que toi ou pas. Tu sais pas si tu vas être défaillant le jour-là, tu sais pas si tu vas te blesser, t'en sais rien. Mais si je pars pas moi en étant le premier à croire au fait que je puisse être champion du monde, j'ai rien à faire dans une grille de départ ou en finale du 100 mètres, tu vois. Surtout avec des résultats comme j'ai eu l'année dernière. Donc, ouais, le traitement médiatique a été assez spécial. Un genre de truc où t'as l'impression d'être le meilleur du monde et puis le lendemain, t'es que cinquième, quoi. Et tu dis, putain, c'est dur à vivre, quoi. Après, ça m'a pas spécialement frustré sportivement parlant. Je savais que ma saison, elle continuait en Belgique avec une compétition à Ninove et en fait, je l'ai fait pour moi plus que pour prouver à qui que ce soit quoi que ce soit parce qu'en fait il n'y avait plus rien à prouver, il n'y avait pas de presse, c'était pour moi quoi. Bon, le 100 mètres forcément psychologiquement j'étais encore dans mon marasme on va dire, mais au 200 mètres je me suis dit vas-y là fais-toi plaisir quoi, fais-toi vraiment plaisir. Donc je fais un joli 200 et je bats le record d'Europe, je fais 22,86, donc c'est très propre hein, dans ma catégorie de handicap et du coup voilà, je me dis, ouais, en fait, voilà, là, ouais, t'es prêt, en fait. C'est pas de ta faute. Toi, ton corps, il était prêt, t'as bien bossé. C'est juste les planètes étaient pas alignées. C'est un rendez-vous manqué, mais pour des raisons qui étaient externes au sport. Donc finalement, ça m'a pas tant impacté que ça, sportivement parlant, pour cette saison. Et justement, ce traitement médiatique dont tu parles, bah maintenant, je sais comment j'ai envie de répondre aux médias cette année. Je sais quand est-ce que je vais donner du temps, quand est-ce que je vais me mettre dans une bulle. Tout ça, je l'ai assimilé justement grâce à ça. Et qui n'est pas forcément une mauvaise expérience, hein. Pas du tout, c'était une très bonne expérience d'avoir ça dans les journaux, etc. C'est plus, voilà, je vais me protéger moi, mes proches, et puis je me dis que de toute façon, si je fais une médaille, je vais en avoir des articles dans la presse, donc chaque chose en son temps. Voilà. Et bon, là et maintenant, on est bon, en septembre 2023. J'imagine que tu es donc déjà focus sur les JO. C'est quoi les prochaines échéances, notamment pour te qualifier? Mm. Et est-ce que tu peux nous détailler un peu ton programme de préparation Alors, les prochaines échéances pardon, pour me qualifier, ça va être Kobe au championnat du monde du mois de mai. Donc le top 2 sera qualificatif. Après, il y aura probablement des quotas qui vont être libérés autrement parce que sinon on va avoir des finales à 6, ça n'a pas de sens. Donc j'ai bon espoir pour que les rankings soient réintégrés dans le système de classification, dans le système de qualification, pardon, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc, je peux pas vous dire que c'est le cas. La Fédé internationale est encore en train de statuer dessus et donc la Fédé nationale, Fédé handisport, attend aussi les tenants et les aboutissants au niveau international pour pouvoir donner elle son chemin de sélection. Donc pour l'instant c'est assez flou. Mais de toute façon je vais faire une seule chose. Mon plan c'est d'être le meilleur, quoi. C'est-à-dire que de toute façon si je suis meilleur je vais partir au jeu, tu vois. Enfin, il n'y a pas de questions à se poser en fait. Je vais pas me poser autant de questions que j'ai pu le faire pour Tokyo. Je vais me contenter d'être le meilleur possible. Voilà. Taper des gros chronos régulièrement et parce que c'est ce que je mérite au vu du travail que je fais, parce que c'est ce que je vaux au vu des résultats que j'ai à l'entraînement. Donc je vais le faire, tu vois. Et je me pose pas d'autres questions que ça pour l'instant. Après, pour la façon dont je me prépare, justement, là, je suis c'est comme tout le monde, hein, comme tout athlète qui reprend, en tout cas athlète français qui reprend dans ces eaux-là, dans un cycle de préparation physique plutôt général avec
cyclo-foncier aussi, aérobie, tout ça, toutes les séances que j'aime pas trop, mais qui sont nécessaires à la performance pour la suite. Donc là, je suis très motivé et j'ai faim. En fait, j'ai faim comme j'ai rarement eu faim dans le sport. Et finalement, cette cinquième place, elle me remet dans une place un peu que j'aime bien, pas d'outsider, mais de gars dans son coin qui bosse comme un acharné et qui arrive en compète et qui fait ce qu'il a à faire, quoi. Peut-être que, peut-être que Paris c'était trop grand pour moi, quoi, les mondiaux. Peut-être que, en tout cas trop grand d'un coup, peut-être, j'en sais rien. Je dis pas que j'assume pas le statut de favori, pas du tout, hein. Mais peut-être que c'était trop d'un coup. Tu vois, du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans tous les journaux, même l'Est républicain a titré, par exemple, l'homme le plus rapide du monde. Enfin, tu vois, tu te dis, tu te dis, bon, tu passes de quelqu'un pas d'inintéressant, mais d'un mouvement parasportif qui n'intéresse pas toujours la presse, à un mois des mondiaux où tu te retrouves dans tous les médias, et puis tu as ta tête dans le métro parisien, et puis machin, et puis truc. Donc, tu vois, ça faisait peut-être beaucoup d'un coup. Sachant que ce statut de meilleur performant mondial de l'année, je l'avais acquis, pardon, un mois avant les mondiaux. Et Tout puis s'est enchaîné, quoi. tout s'est enchaîné peut-être trop vite, et puis mes soucis perso, et puis je veux bien admettre que je suis fort psychologiquement ou physiquement, ce que tu veux, j'en sais rien, mais c'était trop pour mes petites épaules d'1m65 là. Vraiment, ça a fait peut-être beaucoup d'un coup, et là je retourne à un truc qui est peut-être un peu plus naturel aussi. Euh, de retourner dans mon coin, à Tourcoing, m'entraîner avec mon coach, mon groupe d'entraînement, kiffer aussi. Parce que, mine de rien, être dans la performance tout le temps, j'ai adoré ma saison, mais j'étais tellement axé sur la perf que Ouais. peut-être que j'ai oublié de kiffer aussi un petit peu, tu vois. Et c'est peut-être ça qui a fait que, à la fin, il manque le millième, les centièmes, et je me dis que, sur le moment, j'ai trouvé ça très injuste, hein, vis-à-vis du travail que je faisais. Je méritais pas ça, clairement. Sans prétention, hein, sans non plus dénigrer le travail de mes adversaires, mais je méritais pas ce résultat-là. Et je me dis que tout arrive pour une bonne raison. Et que voilà, si je dois être médaillé à Paris 2024, ça devait passer par là. Et aujourd'hui, oui, je pense que les championnats du monde sont digérés globalement. Même si j'aurais toujours, et je pense que je l'aurai toute ma vie de toute façon, ce sentiment de rendez-vous manqué, où clairement j'avais cette occasion-là de briller devant mon public pour la première fois. Mais le destin et l'avenir me donnent la chance une deuxième cartouche l'année prochaine. Et je compte pas rater celle-ci, quoi. Donc ouais, finalement, ces mondiaux n'auront pas été inutiles sur le plan de la préparation, même d'une étape de transition, parce que Non, t'avais ouais. vraiment tout le contexte qui était planté, comme si on était C'est ça. contact JO, quoi, quasiment. Contexte JO quasiment. Et oui, forcément, de toute façon, on fait jamais rien pour rien. C'est-à-dire que même si j'avais été dernier, que bah, je me serais posé d'autres questions. Mais là, je bats quand même cette saison en confrontation directe sur les deux fois où je vais à l'affronter, le champion paralympique en titre, le médaillé de bronze. Euh, les deux sont respectivement dernier et avant-dernier du 100 mètres. Devant moi, il y a trois nouveaux gars qui n'étaient pas là avant. Euh, enfin, je sais pas que je suis pas à ma place, mais je veux dire, je maintiens le rang. Et tu vois, je suis à rien de la médaille de bronze, encore plus à rien de la qualif au jeu. Et je sais très bien que mon record m'aurait permis d'être médaillé d'argent. Donc, Et quand tu évoques ça, est-ce que tu penses justement à cette image que tu avais où tu vois les trois devant à ouais. Tokyo avec le même temps que toi, du coup, que tu fais Oui, bah actuellement? justement, c'est ça, c'est de me dire, bah, en fait, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis même en avance, tu vois, et il faut pas que j'oublie, j'ai un record d'Europe, j'ai 4 records de France cette saison, j'ai une deuxième perf mondiale de l'année, j'ai des titres de champion de champion de France, enfin, bah, j'ai pas rien fait, quoi. C'est quand même une très belle saison, je veux dire. C'est ça qui est difficile aussi à vivre dans les premiers moments, c'est que tout le monde te dit, mais non, mais mec, t'es cinquième mondial, quoi, c'est bon. C'est pas dramatique. Il y a que 4 mecs devant toi dans le monde qui sont plus rapides cette année. Et, mais moi, en fait, vis-à-vis de mon objectif, je pouvais pas me satisfaire de cette cinquième place comme je me suis satisfait de la quatrième à Tokyo, quoi. Ouais. Parce que je sais ce que je vaux. Et c'est pas de la prétention, c'est que je sais ce que je vaux, que j'aurais dû être sur ce podium-là, tu vois. Et bon, la vie a décidé autre chose. C'est pas grave. Et aujourd'hui, avec le temps, plus le temps passe et plus j'arrive à me dire que j'ai quand même fait une belle saison et que je suis même plutôt en avance sur mon programme. Et tu vois, j'ai d'autres idées en tête là, de passer la barre des 11 et puis pourquoi pas dans un état de grâce me rapprocher
d'un record du monde ou d'un truc comme ça, parce Qui a que 10,72, c'est ça actuellement? 72 ou 74 ou quelque chose comme ça. Donc ça fait quand même 3 dixièmes à aller chercher quasiment. Mais quand on connaît ma marge de progression, et je pense que dire que j'ai le potentiel d'aller taper le record du monde, je sais pas, mais c'est une petite idée dans ma tête, tu vois, d'essayer en tout cas de m'en rapprocher, parce que plus je me rapprocherai de ce record du monde-là, et plus j'assurerai ma place sur le podium. Parce que je sais que j'en ai encore sous la semelle, vraiment. Et quand je le dis pas, c'est pas quelque chose que j'imagine, c'est quelque chose que j'ai déjà, voilà, que j'ai déjà pu vérifier, mais mon champion d'entraînement n'existe pas. Donc maintenant, il faut réussir à être très régulier et à mettre ça en place en compétition de façon systématique. Et on y travaille. Ben, merci beaucoup Dimitri et rendez-vous à Paris en 2024. Bah merci, j'espère. Donc, je vais chercher ma qualif et puis après on se donne rendez-vous à Paris. Et une fois que j'ai ma qualif, bah pareil, c'est objectif médaille. Voilà.